Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur Anzy, petite commune rurale dirigée depuis de nombreuses années par une majorité socialiste. Face à cette majorité, humanistes et libéraux se partagent les bancs de l'opposition. Les deux partis s'étaient présentés sur la même liste en 2006, mais ils se sont séparés au lendemain des élections. Cette séparation perdure encore aujourd'hui puisque le MR et l'Union pour tous se présentent séparément face au PS. Alors comment nos trois candidats voit-il l'avenir pour la commune d'Anzy? Nous allons tenter de dégager quelques pistes de réponse dans quelques instants. Située à 2 pas de la frontière française, la commune d'Anzy couvre 2500 hectares pour 7000 habitants. Les villages d'Anzy, de Hénin, de Tullin et de Montreuil-sur-Aisne délimitent cette petite entité rurale où règne calme et tranquillité. À côté du canal, les ruines du charbonnage des Sartis témoignent du passé industriel florissant. Aujourd'hui, la richesse de la mine a laissé sa place à la diversité culturelle, puisqu'Anzy accueille de nombreuses communautés. La sécurité, la propreté, le logement ou encore les infrastructures publiques figurent en tête des préoccupations de la population. Et pour débattre des enjeux de la vie communale à Anzy, 3 candidats sont autour de la table avec nous ce soir. Il y a tout d'abord Cindy Berriot. Cindy Berriot, vous êtes responsable d'une entreprise de dépollution des sols. Vous avez également été conseillère CDH à la province de Hainaut. Et puis vous menez aujourd'hui la liste Union pour tous à Anzy. Face à vous, Éric Thiébaut. Éric Thiébaut, vous êtes député fédéral. Vous êtes également président de la Fédération socialiste de Mons-Borinage. Mais vous êtes surtout le bourgmestre d'Anzy. Bourgmestre depuis 11 ans déjà. Vous vous représentez aux élections cette année à la tête de la liste socialiste. Face à vous, Guy de Beaumont. Guy de Beaumont, vous êtes agriculteur. Vous avez été échevin des travaux de 1994 à 2000, à Anzy. Alors vous revenez en politique aujourd'hui à la tête du MR et, chose peu commune, vous succédez à votre propre fille Stéphanie de Beaumont. Eh bien, merci à tous les 3 d'être autour de la table avec nous ce soir pour débattre des enjeux de la commune. Un débat auquel vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez participer en envoyant tout simplement tout au long de la soirée vos commentaires via les réseaux sociaux, via notre adresse internet élection@telemb.be ou encore en chattant via notre site www.telemb.be. Alors, pour commencer, en fait, en interrogeant les citoyens d'Anzy, une remarque revient assez souvent. C'est quelque chose qui inquiète les citoyens d'Anzy et qui pourrait se résumer par une question qui nous a été envoyée de Tullin et qui dit « Les gens roulent beaucoup trop vite dans l'entité. Encore ce matin, j'ai eu peur de me faire renverser sur un passage pour piétons. » Alors, Éric Thiébaut, je me tourne vers vous. La sécurité routière, c'est un problème à Anzy. Il y a beaucoup d'excès de vitesse, beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup trop d'excès de vitesse dans la commune. Ça, c'est vraiment une préoccupation pour moi. Moi, j'ai toujours la hantise de voir un accident survenir. J'ai un petit garçon de 7 ans moi-même et donc, évidemment, humainement, c'est un souci. Maintenant, ce n'est pas une problématique qui est propre à notre entité. Je crois que globalement, dans toute la région, on roule beaucoup trop vite. Alors, que peut-on faire? Eh bien, nous avons quand même des moyens pour lutter contre les excès de vitesse. Nous avons un radar préventif, un radar répressif. Et puis, on a la possibilité aussi d'installer toute une série de dispositifs ralentisseurs de vitesse. On en met pas mal dans l'entité depuis quelques années. On met des coussins berlinois à certains endroits, des chicanes à dos, des aménagements de parking alternés dans certaines rues. Et donc, en fonction de la situation, en fonction de la configuration des rues, on tente de trouver des solutions, mais toujours en concertant la population, parce que je pense que les aménagements de sécurité doivent toujours être concertés avec les riverains, sinon ça ne fonctionne pas. Alors, Cindy Berriot, pour vous, il faudrait davantage de signalisation? Oui, je pense. Bon, il y a déjà un travail qui a été installé, donc des coussins berlinois, des
des feux clignotants qui préviennent de la vitesse limitée. Mais ce qui se passe donc, sur Tullin par exemple, entre la gare et le Sardon, donc c'est la rue principale qui traverse le village, pour l'instant il n'y a rien d'aménagé. Ce sont des rues assez larges et les voitures roulent très vite. Alors moi, je suis persuadée qu'il faut installer plus souvent le radar parce que malheureusement, pour l'instant, si on ne réprimande pas, on ne fait pas attention, quoi. Donc plus de répression. Plus de répression, plus de signalisation et bien entendu continuer le travail qui était commencé en installant des coussins berlinois, des ralentisseurs sur certains axes, quoi. Alors Guy de Beaumont, l'installation des chicanes, des casse-vitesse, etc., est-ce que c'est une solution pour vous? Mais pour moi, je crois qu'on est en train de tomber dans l'excès à ce niveau-là. Par contre, il faut savoir, et la dame a certainement raison de dire que ce matin, à Tullin, il y a eu une personne qui a faisait de l'excès de vitesse, mais ça représente 5 à 6% de la population. Parce qu'il faut savoir qu'il y a pratiquement 95% des gens qui roulent et qui respectent la signalisation dans notre entité. Moi, ce que je constate une chose, c'est que le nombre de coussins berlinois qui ont été installés, ça aussi, ça a un impact sur la détérioration des véhicules. Donc, il y a 90% de la population, quelque part, qui paye les incivilités de quelques pourcents. Donc, à ce niveau-là, comme Sydney vient de le dire, il ne faut pas hésiter à dresser les procès-verbaux. Et je crois que c'est la seule action qui puisse, dans l'avenir, enrayer, je vais dire, ces excès. Parce que ça représente que quelques pourcents de la population. Éric Thiébaut, cette répression, plus de sanctions, c'est important aussi? Oui, c'est très important. Maintenant, on a mené des opérations. On parle du cas de Tullin. On m'a signalé récemment qu'il y avait des courses de voitures la nuit. Bien, là, on a organisé une opération spécifique police avec des interventions et des interceptions des chauffards pendant la nuit. Et c'est clair que dans chaque village, il y a peut-être 4 ou 5 personnes qui doivent être vraiment coincées par la police et qui roulent beaucoup trop vite. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Moi, je défends l'idée parce que je sais la difficulté qu'on a à traverser notre entité aujourd'hui. Il y a déjà des aménagements qui avaient été apportés dans des endroits où on avait une série de maisons en ligne, où on a fait une zone de stationnement bien réfléchie, notamment en ce qui concerne la rue Léon-Mailleux. Je trouve ça un aménagement parfait. D'office, on est obligé de se ralentir à ces endroits. Plus loin, on a installé entre Tullin et Hénin une série de casse-vitesse et des chicanes. Là, ça devient un peu excessif, c'est ça que je veux dire, pour quelques pourcents de la population. La large majorité des gens sont respectueux de la vitesse. Comme Éric le dit aussi, il le confirme aussi, c'est que ça représente peut-être moins de 5% de la population. Alors en fait, on l'a dit aussi, les citoyens sont attentifs à la sécurité routière, mais ils sont aussi attentifs au maintien de l'ordre public. Alors je vous propose d'écouter ce qu'ont à dire des citoyennes. Au matin, la police est présente, mais à 3 h, non. Et il y a plein de voitures qui rentrent. Et bon, les enfants, ça sort. Donc, ça risque de se faire écraser, quoi. Beaucoup de jeunes qui traînent le soir ici au parc. Où la nuit, des fois, ils font des courses avec les voitures. J'aimerais bien quand même que soit la police fasse une ronde quand même un peu plus souvent, quoi. Berriot, on manque de policiers dans la commune ? Oui, pour moi, ce n'est pas propre à notre entité, mais il manque de présence policière. Les agents de quartier n'ont pas assez de contact avec les riverains. Ils ne sont pas assez présents, surtout le soir. On voit la camionnette passer une fois de temps en temps. Ils ne peuvent pas être partout, mais il faudrait réellement plus de présence policière dans nos rues. Alors, il y a des caméras qui ont été installées. On est enchantés parce qu'il y avait 12 ans que nous réclamions ces caméras. Ici, il y en a 3 pour l'instant. On espère qu'il y en aura plus qui vont être installés dans l'avenir, à des endroits bien précis dans l'entité, afin de justement contrôler les attroupements la nuit et pouvoir réprimander les incivilités qui se passent dans nos rues, quoi. Alors, je me tourne vers vous, Éric Thiébaut. En fait, la commune d'Anzy est la seule de la zone DOPI à avoir augmenté son budget police. C'était une nécessité pour la commune ? Oui. Moi, je voulais mettre l'accent sur
la police dans notre politique communale et nous avons augmenté de 80 000 € notre dotation communale. Et donc, savoir qu'on consacre pratiquement 550 000 € par an pour la zone de police. Et donc on a parlé des caméras, ça c'est vraiment quelque chose que je voulais mettre en place depuis plusieurs années. Bon, maintenant avec la diminution du coût du matériel, on n'a plus mettre en place ces caméras. Et donc la zone de police a investi 250 000 € pour ces caméras. Et aujourd'hui il y a des caméras fixes dans l'entité. Il y a également 4 personnes qui en permanence peuvent visualiser les images qui sont filmées par ces caméras. Et sur base de ce qu'ils filment, on peut aussi verbaliser. Donc la dame a parlé de rassemblement dans le parc. Eh bien, on a une caméra maintenant fixe en face du parc. Et donc, dès qu'il y a des débordements, l'opérateur caméra le signalera à la police et on pourra intervenir directement. Et donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a déjà pas mal qui a été fait. Concernant les excès de vitesse pendant la nuit, là, j'en ai parlé. Il y a eu vraiment aussi des efforts spécifiquement menés, des patrouilles qui ont travaillé pour régler ce problème. Et puis, on a quand même aussi, c'est vrai, un manque de visibilité des agents de quartier. Et donc là je m'engage à mener une campagne d'information pour que les gens connaissent mieux leur agent de quartier. Je pense qu'on a fait une enquête au niveau du PS et une majorité des citoyens qui nous ont répondu nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas leur agent de quartier. Ça ne va pas. Donc là, on doit nécessairement faire un effort de communication pour qu'au moins les gens aient un visage associé et un nom à leur agent de quartier. Donc favoriser le contact entre citoyens et police. Guy de Beaumont, est-ce que d'autres efforts pourraient encore être faits dans la commune à ce niveau-là? Je dirais que ce qu'Éric vient de démontrer, c'est tout à fait dans le sens-là qu'on le ressent, nous aussi, parce qu'on a les mêmes réactions que lui à ce niveau-là. Et la présence d'agents supplémentaires et de connaître son agent de quartier, c'est déterminant. Parce qu'on a le sentiment à ce moment d'avoir le relais et tout se met en place et les remarques sont suivies en général. Parce que moi je vis près d'une plaine de sport et ça arrive régulièrement qu'après les matchs, après les entraînements, ça se termine très tard, la troisième mi-temps, comme on appelle ça. Et souvent, ça perturbe les gens qui habitent dans ces zones-là. Donc, dès le moment où on connaît et qu'on a un visage, comme Éric disait, de l'agent de quartier, ces gens-là pourraient prendre contact et transmettre, disons, leurs remarques, quoi. Donc vous êtes assez d'accord tous les trois sur, je pense sur à ce ce niveau-là, sur ce point-là. D'accord. Alors en fait, la propreté, c'est aussi quelque chose qui est très important pour les citoyens. C'est le cas en tout cas de Marc d'Anzy qui nous écrit et qui dit « Il faudrait faire plus attention à la propreté. Les gens jettent n'importe quoi, n'importe où. Les pistes cyclables ne sont pas non plus entretenues. » Alors Cindy Berriot, je me tourne vers vous. Les incivilités environnementales, faut-il plus les sanctionner davantage? Tout à fait. Donc, dans le règlement communal de police, il existe justement des sanctions pour les incivilités environnementales. Donc, quand on est en voiture, sur certaines routes de l'entité, on remarque d'autres véhicules devant nous qui jettent une canette. Mais si nous, on le voit, les policiers le voient aussi. Donc, on arrête la voiture, on verbalise. Et nous avons des ACS en environnement. Pour ne pas la citer, l'avenue des droits de l'homme, ils ramassent tous les déchets, les sacs poubelles ne sont pas encore embarqués, qu'il y a de nouveau des dépôts sauvages sur la route. Il faut verbaliser parce qu'il y a un manque de respect général, quoi. Et vous avez l'impression que la commune ne fait pas assez dans ce sens ? La commune, pour moi, les ACS sont souvent en train de ramasser les débris, les déchets, les canettes. C'est certain qu'il y a des pistes cyclables, comme la personne de Tullin le faisait remarquer. Certaines pistes cyclables sont impraticables. Et finalement, le béton a bougé. Il y a des mauvaises herbes qui se sont mis dedans. Je pense que ça, il faut de nouveau faire de nouvelles pistes cyclables et tout réaménager à certains endroits, quoi. Éric Thiébaut, vous avez l'impression que de gros efforts ont été faits dans ce sens lors de cette mandature? Bien, moi, ce qui me marque, c'est quand je reçois un visiteur de l'extérieur, il me dit toujours « il fait drôlement propre chez vous ». Et donc, par rapport à d'autres communes, je pense qu'à ce niveau-là, on est réputé pour être une commune qui est bien entretenue et où il fait relativement propre. Maintenant, évidemment, effectivement, il y a trop d'incivilités, trop de dépôts sauvages, trop de déchets jetés n'importe où, souvent par les fenêtres de la voiture. Et il faut savoir que nous avons 1 ou 2 ouvriers
qui nettoie les voiries dans chaque village en permanence. Et donc c'est un très gros effort que nous faisons pour le nettoyage, pour l'entretien, pour la qualité de l'environnement. Maintenant, c'est clair qu'on voudrait pouvoir aussi verbaliser plus fort tous ces dépôts, toutes ces incivilités. On le fait parfois, mais il faut que le policier constate le geste. Et donc, bien sûr, on constate des canettes au bord des routes, mais on ne peut pas vérifier en regardant la canette qu'il a jetée. Et donc, il faut vraiment tomber sur le geste. Et donc là-dessus, on compte beaucoup sur nos caméras mobiles. Donc là, on va les placer sur un poteau, un peu partout dans l'entité. On peut les déplacer comme on le souhaite. On les a placés récemment près d'une bulle à verre. On a pu constater déjà certaines choses et identifier des personnes. Là, on va pouvoir verbaliser. Et puis, quand on trouve un sac qui est jeté dans un fossé, par exemple, si on retrouve des traces de courrier avec les noms d'une personne, automatiquement, cette personne peut recevoir une amende qui va jusqu'à 250 €. C'est déjà arrivé. Et donc là, on verbalise, mais il faut trouver le moyen de verbaliser et il faut pouvoir constater l'infraction. Donc vous comptez sur les caméras déjà Beaucoup, de surveillance. Oui. Pour vous, Guy de Beaumont, qu'est-ce qui peut être fait Disons que pour revenir un peu à ces incivilités-là, c'est surtout à des endroits, disons, écartés du centre du village qu'on dépose ces déchets sauvages. Moi, je l'ai constaté, que ce soit des endroits comme les droits de l'homme, ou les Sartis ou autres, toujours des endroits isolés. Donc, comme Eric l'a dit, ce serait opportun de temps en temps mettre une caméra amovible, je dirais, sur place, pour justement essayer de sanctionner ces choses, quoi. Alors, et pourtant, il faut dire, nous avons à notre disposition un parc à conteneurs qui est prêt, et on ne comprend pas toujours la réaction de certaines personnes qui ne font pas le geste, disons, de se déplacer à quelques kilomètres pour se débarrasser de certains détruits. C'est un peu dommage, quoi. Alors qu'on leur a mis à leur disposition toutes les infrastructures. Donc vous voudriez plus de prévention encore? Oui, prévention. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix, la seule solution, comme Eric vient de le dire, c'est de tomber sur un élément qui puisse apporter une réponse à qui appartient ces déchets. Ce n'est pas toujours évident. Certains sont même inconscients et laissent à l'intérieur d'un sac poubelle certainement des identités, mais d'autres pas. Ils sont bien plus malins et grattent et mettent que des déchets, quoi, sans leur identité. Mais ça arrive que, moi déjà à mon époque, qu'on ait retrouvé l'agent de quartier, l'agent de police de l'époque, retrouver régulièrement les personnes grâce à cela, parce que il laissait un document, il laissait une trace. Alors, un autre sujet qui préoccupe beaucoup les citoyens d'Anzy, ce sont les structures d'accueil, et notamment les structures d'accueil de la petite enfance. Je vous propose d'écouter une citoyenne à ce propos. Tout à fait. Ce serait plutôt des nounous à titre dans des maisons, en fait. Parce que j'ai dû en chercher une et je n'ai pas trouvé. Donc ça manque aussi, une crèche ici? Ça manque aussi. Qu'il y ait un peu plus d'activités pour les petits, 2 ans et demi, 6 ans, parce que moi j'ai une petite fille de 5 ans et je dois aller sur Carnion, alors qu'on a un omnisport ici à Tullin, où il n'y a que du baby basket pour les plus petits. Donc oui, ce serait pas mal qu'il y ait un peu plus de choses. Éric Thiébaut, la crèche, c'est une promesse qui n'a pas été tenue? C'est une promesse qu'on doit tenir, parce qu'on l'a refait aujourd'hui. Le souci de cette promesse non tenue, c'était les finances communales, parce que, bon, clairement, on n'a pas pu lancer de gros projets d'infrastructures sous cette législature-ci, parce qu'en 2008, juste après les élections communales, il y a eu cette crise financière qui a grevé nos finances communales et les finances de tous les pouvoirs publics. Et donc, on a dû vraiment essayer de continuer à gérer la commune sans augmenter les taxes et subvenir à tous les besoins qui sont exprimés par les citoyens. Et donc, ça ne nous a pas permis d'envisager des nouvelles constructions. Là, on retrouve un petit peu un bol d'air au niveau finance. Je vois que nos rentrées fiscales recommencent à augmenter. Pourquoi? Parce qu'on a une augmentation du nombre de ménages dans la commune.
par la politique de promotion immobilière qu'on a menée depuis maintenant une dizaine d'années, on commence maintenant à voir les résultats au niveau de nos rentrées fiscales. On va retrouver des marges de manœuvre et donc on va pouvoir à ce moment-là finaliser ce projet notamment de crèche parce qu'on avait fait un plan financier juste après les élections de 2006 et pour finaliser ce projet, on doit trouver entre 100 et 150 000 euros par an. Et donc là, financièrement, nous n'avions pas les moyens de le faire. Maintenant, on va tout faire pour les trouver et je pense qu'on va y arriver parce qu'on a promis d'autres choses et les promesses ont toujours été tenues. D'accord. La bibliothèque? Bibliothèque, là, on comptait les faire dans les caves, aménager les caves de l'école de Tullin parce qu'il y a des beaux locaux là et malheureusement, techniquement, on n'a pas pu aménager. C'est une petite déception aussi parce qu'on n'a pas pu aménager un accès vers ces caves comme on le souhaitait, parce que si on l'avait fait, on risquait d'abîmer le bâtiment. Cindy Berriot, il y a beaucoup de promesses que la majorité n'aurait pas tenues, notamment concernant cet encadrement de la petite enfance. Oui, donc il y a 6 ans, donc, la majorité avait promis une crèche. Bon, on a quand même une commune où il y a énormément de jeunes couples qui viennent s'installer. Et je pense que c'est un service à rendre à la population, parce que maintenant, bon, tous les couples travaillent à l'extérieur. Ça aller déposer un enfant à Saint-Guilain, c'est toujours des détours, alors qu'on devrait avoir absolument une infrastructure sur l'entité. Bon, maintenant, moi, je pense que la commune devrait peut-être mettre un bâtiment à disposition pour une crèche privée, quoi. Parce que bon, quand on dit crèche, c'est beaucoup de personnel, ça engendre des coûts énormes. Donc ça, c'est vraiment un projet qu'il faut développer et créer rapidement, quoi. Et au niveau, Guy de Beaumont, peut-être au niveau de l'encadrement des jeunes, cette maman en fait qu'on voyait qui se plaignait qu'il n'y ait pas vraiment d'activité pour les tout-petits. Je vais dire qu'au niveau, je reviens un peu au niveau de la crèche, il y avait un projet, l'idéal ce serait de l'installer sur Montreuil-sur-Aisne par exemple, parce que l'établissement scolaire n'est pas utilisé à 100%, donc il y aurait une possibilité là de développer une crèche. Ouais. Il est certain que beaucoup de personnes demandent un autre encadrement, parce que souvent, chez les privés, ils acceptent les enfants après 7 heures. Et très souvent, il y en a pas mal qui partent plus tôt, sur les navetteurs, sur Bruxelles ou autres, qui partent régulièrement vers 6h, 6h30. Et ça pose un problème parce que déjà, déplacer des mômes, des petits chiots comme ça, très tôt le matin, c'est pas toujours agréable par les différentes saisons non plus. Et au niveau scolaire, c'est pratiquement impossible parce qu'on se plaint souvent qu'il y a une garde le matin, ben évidemment, la garde prend cours vers 7 heures. Et souvent, des personnes disent qu'il faudrait que la garde prenne cours une demi-heure plus tôt, mais ça devient quand même très difficile en ce qui concerne les établissements scolaires. Mais au niveau de la conception d'une crèche, on est tout à fait pour, puisqu'on en a aussi parlé il y a 6 ans. Question, quand Eric parle au niveau du budget, c'est sûr que c'est un coût. Moi, le seul regret, c'est qu'on aurait pu avoir cet argent. Quand on a construit la salle de sport, on aurait pu demander des subsides qui étaient quand même assez imposants, de plus ou moins la moitié de la valeur, 1 million d'euros. Automatiquement, on aurait pu dégager une réserve à ce niveau-là. C'est une des erreurs que je reproche, je vais dire, à la majorité actuelle, c'est que quand on a réalisé des très gros travaux, on doit automatiquement demander des subsides, parce qu'on avait de la réserve financière. Il faut savoir que la commune d'Anzy n'était certainement pas la plus pauvre de l'arrondissement. On avait une réserve financière, mais comme Eric l'a très bien dit, on avait une réserve foncière importante. Tullin avait une réserve de plus ou moins 3 à 4 hectares de zone d'habitat. Donc tout ça a été mis en valeur aussi, et ça allait retomber, comme il l'a cité tout à l'heure, au niveau de l'IP et au niveau du revenu catastral également. Éric Thiébaut, vous pouvez répondre à M. de Beaumont? Oui, par rapport à la salle de sport, je crois que justement, c'est bien qu'on en parle parce que je crois que c'est une grande réussite et une grande fierté pour la commune d'Anzy parce qu'on a aujourd'hui une des plus belles salles de sport de la région. Et c'est vrai qu'on avait des craintes aussi par rapport au coût qu'allait engendrer cette salle. Aujourd'hui, on donne 25 000 € par an
à la SBL qui gère la salle, et la SBL dégage un budget de 150 000 € pratiquement. Et donc la SBL qui gère cette salle dégage ses propres bénéfices. Et donc on a trouvé un mode de gestion qui permet justement de continuer à avoir une salle qui rend des services à tous nos sportifs, tout en ne grèvant pas notre budget communal. Maintenant, par rapport à la crèche, c'est clair qu'il y a un gros besoin, et c'est clair qu'on doit le faire. Si je prends mon cas personnel, j'ai conduit mon petit garçon pendant 2 ans à la crèche à Bézieux. Et donc, effectivement, moi-même, j'ai rencontré ce problème de crèche qui n'était pas présente sur l'entité. Alors, on envisage, nous aussi, un pré-gardiennat, en plus de la crèche. Et donc là, c'est pour les enfants qui sont un peu plus grands que les bébés, mais pas encore assez grands que pour rentrer à l'école gardienne. Ça, c'est aussi une action qu'on peut envisager. Cindy Berriot, est-ce que vous étiez d'accord avec M. de Beaumont par rapport à cette salle de sport? Oui, parce que la salle de sport, c'est un très bel outil. Bon, la jeunesse qui pratique du sport, ils sont vraiment de belles infrastructures. Mais c'est certain qu'il est dommage de ne pas avoir attendu des subsides pour construire cette salle. Bon, surtout qu'on pouvait avoir 50-60% de subsides. Donc ça met la commune en difficulté. Alors que si on avait peut-être attendu les subsides quelques années, ou revoir peut-être le projet, on aurait des finances un peu plus équilibrées. Mais bon, la salle est un bon outil et bon, les citoyens en sont contents. Je pense maintenant qu'on pourrait peut-être aussi développer un peu plus de la psychomotricité pour les plus petits pour répondre à la Dame de Tulin. Donner plus d'accès, je vais dire, à toute la population, quoi. D'accord, ok. Alors, outre les infrastructures que la commune offre, est-ce que la commune offre suffisamment de logements sociaux? Je vous propose de voir la réponse dans cette petite séquence. Je trouve qu'il n'y a pas assez de logements. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent après un logement. Vous en connaissez Oui, j'ai eu le cas avec ma belle-sœur qui a dû attendre 1 an. Et pour finir, elle a dû partir de Tulin parce qu'on ne lui avait pas trouvé de logement. Donc il faudrait plus de logements? Voilà. Alors Guy de Beaumont, est-ce que... on va peut-être parler de la gestion de cette... Mais il y a plusieurs phases, disons, dans le problème du logement social. Oui. La première chose, c'est qu'on a pas mal de logements inoccupés depuis très longtemps. Parfois, certains sont 2 ans en inoccupation pour des petits travaux. Et ça, c'est un autre problème, c'est un problème de gestion de la société. Et là, à ce niveau-là, on a déjà suffisamment intervenu, et en ce qui me concerne, je suis déjà intervenu au conseil d'attribution en disant qu'il y avait tout un système à revoir. Mais est-ce que la gestion va mieux depuis la fusion? Non, certainement pas, bien au contraire. Bien au contraire, il faut savoir qu'en ZI, nous avons fourni à BH Logement une société qui était saine. Elle était saine, on avait des dépenses, on avait, disons, des emprunts, mais on avait une société en équilibre. Depuis lors, chaque année, à l'exercice, nous avons une présentation déficitaire. J'ai le sentiment qu'on est rentré dans un système de plomb, là, avec une hiérarchie fort politisée. Et ça, je regrette. Je regrette que parfois, j'ai intervenu au niveau et on disait « oui, tu as raison ». Mais en réalité, on ne bougeait pas. Maintenant, on commence à bouger. Malheureusement, je regrette qu'il a fallu 5 ans pour que ça commence à bouger. Ici, ils ont passé toute une série de réparations en adjudication privée, ce qu'il aurait fallu faire depuis belle lurette, parce que pour l'ensemble de BH Logement, ça représente plus ou moins 200 logements. Donc quand cette dame, elle dit qu'effectivement, il manque des logements, c'est faux, il ne manque pas de logements. Il manque disons, à accélérer le processus de réparation et de remise en état des logements, et ensuite on aurait la possibilité de les louer. Donc une meilleure gestion en fait. Ah oui, tout à fait. Mais je crois que là, qu'on va tomber unanime à ce niveau-là, tellement c'est une catastrophe. Pour vous dire un chiffre qui m'avait effrayé à la dernière Assemblée Générale, pour l'exercice 2011, il y avait 1 500 000 € de déficit. Alors, avec 2000 logements, c'est irresponsable. Éric Thiébaut ?
Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Tout d'abord, je pense qu'il ne manque pas de logement, effectivement, puisqu'on a quand même, rien que pour le logement social, on a 390 logements sociaux dans l'entité, ce qui fait pratiquement 12 à 13% du nombre de logements total. Donc c'est quand même une proportion très importante. Et puis, évidemment, ces logements sociaux sont gérés par la société BHP Logement, qui résulte d'une fusion entre plusieurs sociétés de logement, dont les sociétés qui couvrent l'entité de Boussu, Quiévrain, Onel et Anzy. Je dois vous dire que je ne suis pas du tout satisfait de la façon dont ils ont géré cette fusion et de la façon dont est géré le parc locatif aujourd'hui. Donc, à travers cette fusion, on espérait pouvoir, par exemple, vendre des logements aux locataires qui sont dans leur maison depuis très longtemps. Bon, ça avait été prévu, ça n'a pas été fait. Il y avait des constructions de nouveaux logements qui devaient être réalisées. La commune a décroché les subsides pour BHP Logement. Les chantiers ne sont pas encore finalisés. J'espérais qu'on allait régler aussi toute une série de problèmes de confort pour les locataires, comme l'humidité dans une 50aine de maisons. Ça n'a pas été réglé non plus. Et aujourd'hui, j'ai 32 logements vides sur l'entité. C'est inacceptable pour moi. Et donc, là, j'ai décidé de mettre les grands moyens et donc je vais lancer une procédure de réquisition des logements qui sont vides depuis plus de 6 mois. C'est une mesure exceptionnelle, mais que je suis contraint de prendre, malheureusement, parce qu'il y a des gens à Anzy qui sont sans logement et il y a des maisons vides depuis 2 ans. D'accord. Cindy Berriot, c'est inacceptable. Vous dénoncez aussi cette... Je rejoins leur avis. Donc, pour moi, il ne manque pas de maisons sociales sur Anzy. 390 maisons pour une commune comme la nôtre, c'est très bien. Ce qui se passe, 32 maisons vides, ça c'est inacceptable. En ayant des citoyens qui ont besoin de ce logement. Et parfois, comme Guy le disait, des maisons ne sont pas louées parce qu'il manque de clinches, quoi. Il faut un meilleur suivi au niveau des réparations, surtout quand ce ne sont pas de grosses réparations, qu'il n'y a pas tellement de frais. Il faut que les maisons soient disponibles plus rapidement. Il faut un meilleur suivi, une meilleure gestion. Alors, oui. Ceci étant, par rapport au passé, le foyer anzitois avait quand même défrayé la chronique pour des affaires judiciaires. Oui, donc ça, on n'a quand même plus. D'accord. Mais on ne va pas revenir sur le passé. Je vous propose de continuer. Toi, Eric. Mais quelque part, il faut dire aussi que nous avons fourni une société qui était saine, comparée financièrement à la situation que nous connaissons aujourd'hui. Mais enfin, à ce niveau-là, on en a déjà... Oui, on va peut-être avancer parce que c'est le passé. J'aimerais continuer avec un chiffre. C'est 850 000 €. Alors, Cindy Berriot, je me tourne vers vous tout d'abord. 850 000 €, c'est en fait la dotation communale au CPAS d'Anzy. Est-ce que pour vous, c'est une dotation qui a augmenté, est-ce que pour vous, c'est une dotation trop importante? Oui, c'est trop important. Il y a un effort qui a été fait parce qu'en 2010, elle était encore de 950 000 €. Je suis un peu triste que l'effort ait été fait seulement la dernière année parce que finalement, si cet effort avait été fait durant les 6 ans, c'était 600 000 € qu'on aurait pu investir dans d'autres projets tels la crèche ou autre chose. Pour une commune comme la nôtre, ça représente quand même une bonne partie du budget. Bon, quand je compare avec d'autres communes, j'avais Dour en exemple, où là il y a 16 000 habitants et leur dotation est de 1 150 000. Donc il n'y a pas grand-chose en plus comme dotation pour le nombre d'habitants, le nombre de maisons sociales, un home. Donc je pense qu'il faut revoir le système. Être vraiment certain que les personnes qui ont l'assistance sociale en ont réellement besoin. Est-ce qu'il n'y a pas trop de personnel? Il y a vraiment un problème faut recadrer tout ça et revoir parce que on n'est quand même pas, on ne roule pas sur l'or à Anzy et ça représente quand même pour moi une grosse part du budget, quoi. Pour vous aussi, Guy de Beaumont, une mauvaise gestion? Je ne dirais pas mauvaise gestion, je dirais qu'on va devoir... Mauvaise gestion, il faut revoir la gestion. Justement, parce que il faut savoir que de plus en plus, il y a des personnes demandeuses d'assistanat social, qu'on le veuille ou non. Mais quelque part, il y a aussi peut-être une réorganisation et peut-être, je dirais même moi, en ce qui me concerne, je dirais qu'il faut plus d'assistants sociaux. Parce qu'il y a tellement de dossiers.
il y a parfois des dossiers qui ne sont pas suivis jusqu'au bout. On abandonne le dossier à moitié chemin et très vite, les gens s'installent dans le système et disent et automatiquement, ils retombent devant leurs problèmes, souvent des crédits à la consommation, souvent des arriérés de loyer, évidemment, et souvent également des impayés au niveau électricité, eau et compagnie. Donc, c'est lourd à gérer. Je comprends que c'est très lourd, mais d'une part, moi, je serais tenté de dire qu'il faut peut-être augmenter le nombre d'assistants sociaux pour justement gérer mieux cet ensemble de dossiers et éviter tous ces écueils, quoi. Parce que quelque part, quand il faut recadrer une famille, et aussi recadrer dans le sens économique, mais il faut peut-être aussi le recadrer dans le mode de vie. Parce qu'ils ont perdu en grande partie l'habitude de se lever le matin. Et c'est ça le gros problème. On ne se lève plus le matin, on ne conduit plus les gosses à l'école. Donc plus d'encadrement. Exactement. Moi je dis qu'il faut peut-être investir en humain. Ça, je peux comprendre qu'on va sortir peut-être une somme d'argent, mais quelque part elle pourra apporter un plus et une amélioration du cadre de vie, mais il y a beaucoup de familles, malheureusement, qu'on le veuille ou non, qu'on aura besoin de recadrer. Et même d'en arriver, à certains cas, à leur imposer des travaux d'intérêt généraux. Éric Thiébaut, vous êtes d'accord avec ça ? En partie, mais le gros souci aujourd'hui, c'est la crise et c'est l'explosion de la demande en aide sociale. Clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup de citoyens qui ont du mal à joindre les deux bouts et qui se retournent vers notre CPAS et peut-être pas nécessairement de gaieté de cœur. Et donc, la crise est là. C'est une constatation et beaucoup de gens sont touchés. Si on regarde par exemple en 2006, nous avions en moyenne 35 personnes qui touchaient le revenu d'intégration sociale. Aujourd'hui, nous sommes à 60. Et il y avait, par exemple, 7 étudiants qui le touchaient. Aujourd'hui, nous sommes à 15 étudiants. Ça a doublé. Ça a pratiquement doublé partout. Et je parle des personnes qui touchent le revenu d'intégration sociale, mais je ne parle pas non plus des gens qui demandent un complément de revenu parce qu'ils ont des difficultés pour des factures de médicaments, de docteurs, etc. Et donc là, on a une explosion. Mais parallèlement à ça, on a quand même imposé au CPS une diminution de ses dépenses globales. Parce que le CPS offre aussi toute une série de services annexes qui avaient un coût. Et donc là, on a recadré un peu les choses. Mais pour répondre peut-être à Cindy Berriot, est-ce que vous avez fait les efforts la dernière année ou pas ? Non, on n'a pas fait les efforts la dernière année puisque ça fait 2 ans qu'on a demandé au CPAS de recadrer sur 850 000 € et de tenir cette ligne. Et puis vous devez savoir aussi, parce que Guy parlait des gens qui doivent se lever pour aller travailler, qu'aujourd'hui nous avons 20 personnes qui travaillent en permanence en article 60. Et donc dès qu'un homme, par exemple, doit subvenir à ses besoins par le revenu d'intégration sociale, automatiquement, nous le prenons et nous l'intégrons dans le service des travaux pour qu'il retrouve une activité professionnelle et pour que justement, il ne tombe pas dans une situation de dépendance sociale. Et donc, nous avons déjà réinséré par le travail des dizaines de personnes. Et je pense que nous sommes la commune en Wallonie, une des communes qui a réinséré le plus de minimexés. Ok, ça va. Vous avez encore un mot à dire par rapport à cela ? Non. Je dirais simplement que c'est vrai, il y a eu pas mal d'indépendants aussi qui ont dû arrêter leur activité pour des raisons économiques. Et grâce au système d'article 60, c'est le seul et unique moyen possible pour les réintégrer dans la société active. Ouais. Voilà, je vous propose en fait de conclure ici parce que le temps avance. En guise de conclusion, j'aimerais vous proposer un petit exercice à tous les trois. C'est de prendre 30 secondes pour dire aux téléspectateurs ce que vous ferez si vous avez le pouvoir le 14 octobre prochain. Je vous propose à vous, Cindy Berriot, de commencer. Allez-y, top chrono. Voilà, donc dans les 6 ans à venir, l'Union pour tous pense qu'il est important tout d'abord d'aménager et de développer les 2 zones industrielles sur l'entité. Donc l'ancien site du charbonnage à Anzy et la zone qui était dernièrement dédiée au circuit moto. Alors il y a la création d'une crèche ou de son alternative, la construction de logements pour personnes âgées ou à mobilité réduite, qui est très importante également. Plus de sécurité, plus de présence de la police. Voilà. Et ne pas augmenter les impôts. D'accord, voilà. Vous voyez que 30 secondes, c'est assez court. Éric Thiébaut, je vous cède la parole.
top chrono. Bien, donc on va à nouveau mettre l'accent sur la sécurité, la qualité de l'environnement, l'entretien des voiries, l'entretien de nos bâtiments scolaires, un projet de crèche, donc la construction d'une nouvelle crèche, d'une nouvelle bibliothèque communale, une salle de fête aussi, c'est important pour nous, et également on voudrait lancer un programme d'activité pour les personnes âgées qui s'étendrait sur toute l'année avec des voyages, des cours d'informatique et toute une série de choses. Et voilà. Et donc le troisième, Guy de Beaumont, quand vous êtes prêt, on peut lancer le chrono. Disons que sur les 6 ans à venir, on a débattu d'une partie des sujets, c'est-à-dire un recadrement au niveau des logements sociaux, également au niveau du CPS, mais également au niveau du service travaux qu'on n'a pas pu en parler tout à l'heure. Pour rejoindre certaines idées, c'est le développement économique avec les 2 zones possibles à développer. Mais ça dépend aussi, indépendamment de nous, il y a l'ouverture du canal en ce qui concerne via la France, et ça c'est indépendant de notre volonté communale, mais si on arriverait, ça changerait totalement la physionomie du tissu économique de notre région. Ok, voilà, c'est difficile, 30 secondes. Voilà, en tout cas, merci de vous être prêté à ce jeu. Merci d'avoir été avec nous en fait ce soir pour débattre des enjeux de la vie communale d'Anzy. Alors c'est à vous, chers téléspectateurs, qu'il appartient de choisir à qui confier en fait l'avenir de votre commune. Vous pourrez le faire le 14 octobre prochain en votant. Voilà, c'est ici que se termine notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.